de passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc Anne Barbary pour le projet Yes Food Can Project. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup vos actions, votre engagement et puis vos initiatives innovantes? Oui, bonjour et merci de cette intervention. Ce qui s'est passé, donc on a, avec mon mari maintenant, nous sommes partis sur un projet qui était initialement personnel, d'un voyage en Afrique à la rencontre des entrepreneurs ou des projets qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est un projet qui a duré 1 an. On a visité une quinzaine de pays dans toute l'Afrique, alors que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Donc on a rencontré au total une centaine de projets. L'idée, c'était vraiment d'identifier des réponses locales avec des solutions frugales, c'est-à-dire qui sont accessibles et facilement réalisables avec les moyens qu'on a sur place, alors que ce soit des moyens matériaux, mais des moyens aussi de connaissances, d'hommes, etc. Dans un contexte africain qui est particulier, c'est-à-dire que le gaspillage alimentaire est différent qu'on soit dans les pays, disons, avec des revenus et une industrialisation qui a déjà été très optimisée, par rapport à des pays qui sont encore sur des chaînes de développement qui sont en création, voire encore assez artisanales. Pour vous citer juste un chiffre rapidement, le gaspillage alimentaire en Afrique, si on prend l'Afrique subsaharienne par exemple, on considère qu'il y a 160 kilos de nourriture par habitant qui sont jetés en 2011, selon la FAO. Sur ces 160 kilos, il y en a 155 qui sont liés à la production et à la distribution. C'est-à-dire que le gaspillage alimentaire en Afrique, mais comme partout dans les pays en développement, se fait essentiellement sur la production et la distribution, contrairement aux pays occidentaux ou occidentalisés, où le gaspillage alimentaire est, lui, pour une bonne part sur la consommation, et donc forcément ça amène des enjeux et des solutions différentes. Donc ce que je voulais vous faire, c'était surtout présenter 4 solutions qu'on a croisées, surtout, donc là j'ai opté pour l'Afrique de l'Ouest. Après, des solutions, il y en a partout, hein, et puis souvent, en fait, elles se répètent. Ou en tout cas, on va retrouver des solutions qui sont à peu près équivalentes dans différents pays. Donc, en tout premier lieu, je voulais vous présenter le Centre régional Songhai, qui est une ferme expérimentale, un centre de recherche et de formation, qui est au Bénin, à Porto Novo, donc dans la capitale, qui est sur la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Donc c'est une ferme qui a été créée en 1985 par le père Godfrey Nzamujo, et qui est donc une ferme sur 19 hectares. L'idée de ce centre, c'est à la fois de faire de la recherche, c'est-à-dire que développer des projets agricoles, mais aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire la transformation, et surtout avec un objectif qui est de bannir les déchets et d'être dans un circuit fermé, dans une durabilité du système. Donc dans ce centre qui accueille donc des visiteurs mais aussi des étudiants, tout le système agricole est pensé comme un tout. Donc vous avez à la fois de la production agricole, fruits et légumes, mais aussi légumineuses, etc. Les productions d'élevage, de poissons, d'animaux, voilà. Et du coup, les déchets des uns servent soit d'aliments, soit de fertilisants pour les autres. C'est-à-dire que les déchets par exemple de la production de fruits et légumes vont servir derrière à nourrir l'élevage de poissons. Et à l'inverse, les déchets notamment de l'élevage animal va servir d'engrais pour
pour les productions végétales. Donc on est bien dans un circuit fermé qui fonctionne par lui-même, avec cette idée de réduire. Et puis ce qu'on ne peut pas réduire, on l'utilise évidemment pour le transformer en méthane, en biogaz, en compost, etc., etc. Avec les surplus, s'est développée aussi toute une réflexion autour de la production et de la transformation, avec des techniques qui sont développées, donc des techniques frugales. Donc vous avez par exemple des séchoirs solaires qui sont développés dans ce centre, donc notamment pour faire sécher le moringa par exemple. Vous avez des ateliers de transformation de jus, donc jus de gingembre, jus de baobab, ou bien de beurre avec la karité, etc. Et il y a aussi une réflexion qui est faite sur la conservation avec des pots dont je vous parlerai après, qui sont des pots ZIR ou des canaries frigo, peu importe le terme, en tout cas c'est un système qui se retrouve après dans beaucoup de pays africains. Donc ce centre forme à peu près 200 jeunes chaque année, avec cette idée que le modèle ne pourra pas changer si les jeunes ne connaissent pas les solutions et s'ils ne sont pas formés à les appliquer et ensuite à les transmettre. Donc ce centre est une référence en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de visites d'autres pays, notamment, qui viennent pour voir comment ça se passe, pour apprendre et éventuellement pour le diffuser. Je vous parlais donc des canaries frigo. Donc comme je vous le disais, hein, c'est un système qui permet de conserver les aliments dans un milieu où la température est assez élevée d'une manière générale, hein, et peut parfois atteindre vraiment des niveaux très chauds. Donc c'est un système qui est utilisé dans différents pays d'Afrique, hein. Nous, on l'a rencontré quand nous étions au Burkina Faso, et plus exactement dans le nord du Burkina Faso, à Ouaïgouya. Donc le principe, c'est en fait d'utiliser des canaries. Donc les canaries en fait sont des sortes de jarres en poterie qui sont faites de manière ancestrale, hein, par les femmes pour conserver l'eau notamment. Et donc l'innovation là résulte dans le fait d'en emboîter deux qui sont séparés par une couche de sable qui va être humidifiée. Et c'est l'évaporation en fait de cette eau au fur et à mesure qui va permettre de conserver la fraîcheur à l'intérieur du canari qui sera fermé. Donc ça permet notamment de réduire, d'avoir une différence de température de 20 degrés entre l'air ambiant et l'air à l'intérieur du frigo, ce qui permet derrière de conserver des fruits et légumes pendant 2 semaines au lieu de 2 jours habituellement. Au-delà des fruits et légumes, c'est aussi utilisé notamment pour la conservation des médicaments, des vaccins, etc. Alors pas sur des longs moments, mais en tout cas une conservation d'appoint qui est aussi très utile. Ces canaries sont vendus après au marché, ces canaries frigo sont vendus au marché et sont fabriqués localement par des associations de femmes, etc. Donc en plus de permettre la réduction du gaspillage alimentaire en conservant les fruits et légumes, ça permet aussi de recréer une dynamique économique locale, une formation sur place et de transmettre, en tout cas de transmettre ce savoir et de pouvoir le perpétuer tout en participant à l'économie et à la formation des personnes sur place. Sur cette même idée de la conservation, et toujours avec cette idée de travailler la terre, l'association La Voûte Nubienne, donc, a été créée en 2000, qui est présente en Afrique de l'Ouest. Globalement, travaille aussi sur cette idée de construction pour conserver la fraîcheur, conserver un bien-être, etc. Le principe de la voûte nubienne, ce sont des constructions qui sont inspirées de constructions qui
qui était en Égypte antique. Et donc ce sont des constructions qui sont réalisées à partir de matériaux locaux, c'est-à-dire que vous prenez de la terre que vous avez sur place, de l'eau, vous fabriquez des briques et avec le modèle de voûte, vous pouvez construire des maisons qui du coup sont très isolées de la chaleur, du bruit et donc sont, en tout cas pour l'habitat, permettent d'avoir des habitats disons plus sains et à moindre coût pour les personnes qui vivent dans ces pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique subsaharienne. Une association de producteurs d'oignons qui est donc aussi au Burkina Faso, qui est donc à Wognon, qui est dans le nord, un Vert doré, a utilisé ces voûtes nubiennes pour faire de la conservation et pour faire du stockage d'oignons. C'est-à-dire que dans le cadre toujours de la production agricole, donc là on n'est plus au niveau du consommateur ou en tout cas du revendeur, mais plutôt vraiment de la production. Et donc au niveau des agriculteurs, un des gros soucis c'est de pouvoir conserver suffisamment son stock pour pouvoir écouler la vente sur toute l'année quand on parle d'oignons, ou en tout cas pouvoir différer un peu la vente et pas se retrouver avec des énormes stocks à écouler en moins d'une semaine. Et donc de pouvoir notamment conserver les aliments, mais aussi se conserver une certaine un apport de revenus qui soit un peu plus étalé sur le temps. Et donc ces voûtes nubiennes permettent donc c'est un seul bâtiment mais qui comprend 3 voûtes à l'intérieur qui permettent de stocker les oignons, qui ont permis notamment de réduire les pertes d'environ 10% par rapport à 10% dans ces voûtes contre 30 à 40% quand on était dans des bâtiments classiques. Ça permet du coup d'étendre la conservation des oignons sur 6 mois au lieu de 1 mois, 2 mois habituellement. Donc il y a évidemment un lien avec la réduction du gaspillage alimentaire, un bénéfice direct. Il y a aussi, pareil, un bénéfice qui est important au niveau de l'apport de revenus et de l'économie locale. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir vendre les oignons au moment de la production, c'est-à-dire au moment justement où l'offre d'oignons est la plus forte et du coup les prix sont les plus faibles, les agriculteurs qui ont rejoint ce groupement ont pu, et ils peuvent toujours d'ailleurs, décaler la vente et la répartir pour à la fois avoir un revenu qui s'étale sur différents mois, mais aussi augmenter le prix de vente de chaque kilo d'oignons, vu qu'ils vont le vendre à des moments où l'offre est un peu plus faible. Donc c'est par exemple, le sac d'oignons s'est vendu en 2015 jusqu'à 35 000 francs CFA, donc à peu près l'équivalent de 50 € contre 10 000 francs CFA au moment des grandes récoltes. Donc on a une vraie plus-value à utiliser ces systèmes qui, de toute façon, en réduisant le gaspillage alimentaire, permettent d'avoir un stock à vendre plus important, mais aussi de gagner plus d'argent. Voilà. Je vous présentais aussi la voûte nubienne parce que leur modèle, moi, est un de ceux qui m'a le plus plu dans les modèles de projets de développement que l'on a rencontrés, parce que au lieu de financer un projet, la voûte nubienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des formations aux personnes sur place, c'est-à-dire qu'elle forme des maçons, qui derrière pourront former eux d'autres maçons, etc., à leur technique, et elle, dans le même temps, elle forme entre guillemets les consommateurs et les habitants pour créer un marché. Et cette construction qui est à la fois sur la formation des professionnels et aussi la formation du marché des potentiels acheteurs de ces maisons, en tout cas fabricants de ces maisons, vu qu'elle n'est pas forcément à payer cette maison si vous participez à la construction et si vous allez chercher par vous-même les matériaux. Elle peut très bien être gratuite financièrement, elle sera évidemment chère en temps, mais en tout cas gratuite financièrement. Permet d'avoir une pérennité du système et de véritablement recréer une dynamique économique locale
très forte avec des personnes qui sont formées à un métier durable, qui vont pouvoir exporter, qui vont pouvoir transmettre, et de l'autre côté, évidemment, un développement du bien-être des personnes qui, au lieu d'être dans des maisons en tôle, vont pouvoir être dans des maisons qui vont être isolées en termes thermiques, phoniques, etc. La dernière innovation dont je voulais vous parler est très différente. Alors on est toujours sur les mêmes thématiques, hein, mais elle est très différente puisqu'elle fait appel à une technologie, le téléphone portable, alors sans forcément parler d'Internet, hein, vraiment le téléphone portable. Le téléphone portable est très très utilisé globalement en Afrique. Hein. Alors pas les smartphones, hein, vraiment le téléphone basique qui fonctionne avec juste les échanges SMS ou appels. C'est une solution qui est très utilisée pour beaucoup d'enjeux différents, que ce soit l'agriculture évidemment, mais aussi les finances, les déclarations de naissance, voilà, beaucoup de choses. Parce que tout le monde a un téléphone portable en Afrique. Hein, c'est les chiffres, j'ai plus les chiffres exactement, mais tout le monde a un téléphone portable et tout le monde sait s'en servir. Et donc ça permet d'avoir un accès direct, facile, à l'ensemble de la population. Et donc sur ce sujet-là, le projet Mlouma au Sénégal s'est attaché à permettre de faciliter la relation entre les producteurs et leur marché. Donc une des causes du gaspillage alimentaire, c'est en général, enfin peut-être, pardon, que le producteur n'arrive pas à trouver un acheteur. Vu qu'on est dans des zones où quand même la vente se fait essentiellement au moment où il y a le plus de production, hein, vu qu'on a des problèmes de garde et puis des problèmes de transport, de conservation et de transport. Donc forcément, en général, on fait la vente au moment où on a les produits. Cela est renforcé du fait que souvent les producteurs vont pas aller chercher très loin autour d'eux pour trouver des acheteurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller au marché local, ils vont éventuellement aller au marché de la ville d'à côté, mais ils vont s'arrêter là. Ils vont pas aller, mettons, ne serait-ce qu'à 20, 30, voire 50 km plus loin, ce qui n'est pas infranchissable, hein, mais qui n'est pas dans les usages ou dans les pratiques. Et donc, du coup, ils se coupent de fait d'un marché qui est forcément un peu plus grand et donc d'autant de possibilités de vendre leur production. Donc, Mlouma, c'est une application qui fonctionne. Alors, évidemment, il fonctionne sur Internet aussi, mais il fonctionne essentiellement et prioritairement par téléphone. Et donc, le principe, c'est de permettre aux producteurs de prévenir la plateforme quand ils ont des productions à vendre. Donc, ils donnent les quantités et les prix et l'endroit. Et de l'autre côté, d'informer les potentiels acheteurs. C'est-à-dire que quand vous êtes producteur, vous avez votre production, vous appelez le standard et vous dites que vous avez, mettons, 100 kilos d'oignons à, mettons, 15 000 francs CFA. Voilà. Et de l'autre côté, les personnes qui se sont déclarées comme potentiels acheteurs vont recevoir un message qui va leur proposer telle personne à tel endroit a tant d'oignons pour tel prix. Donc le marché tout de suite est mis en contact et les personnes peuvent échanger. Donc ceux qui sont intéressés tapent 1 pour dire oui je suis intéressé, tapent 2 pour avoir plus d'informations, peuvent appeler la plateforme, etc. C'est un système qui permet d'élargir le marché potentiel des producteurs. Ça permet aussi aux acheteurs de pouvoir trouver des produits qui leur conviennent au moment où ils en ont besoin et à des tarifs qui leur sont plus favorables. Aujourd'hui, Mlouma, donc au Sénégal, regroupe 10 000 paysans de la zone maraîchère de Saint-Louis, à Dakar, à Louga, à Thiès et à Ziguinchor, donc sur une bonne partie du Sénégal, surtout à l'ouest. Je vous remercie. Merci beaucoup
pour cette présentation très intéressante des initiatives et des innovations frugales. C'est vrai que moi j'ai été aussi passionné par le canari frigo. Je ne sais pas si on peut l'adapter pour remplacer les frigos en France. En tout cas, des très très beaux exemples de sobriété. Je vous propose de prendre les 2 ou 3 minutes qui nous restent ce matin pour vous poser la question là, qui a été posée. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires sur l'ensemble des denrées alimentaires? Là, vous avez fait un exemple sur les oignons, mais est-ce que c'est une tendance lourde, si on peut dire, le développement de ces innovations, ou est-ce que ça reste très ponctuel ou très attaché à quelques produits? Alors, je sais pas si on pourrait appeler ça une tendance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un fait général que un producteur ou n'importe quel commerçant ou n'importe quelle personne qui, en tout cas, essaie de vivre de son métier, fait en sorte de le maximiser, de l'optimiser. Donc, effectivement, hein, la réduction des pertes et du gaspillage est un vrai sujet, hein, comme partout et dans ces pays en Afrique, essentiellement parce que c'est leur façon de gagner leur vie. Et que quand on voit 1 kg, 2 kg, 100 kg de son produit, que ce soit de l'oignon ou n'importe quoi, qui est perdu, ça veut dire autant d'argent qui ne rentrera pas alors qu'on a fait des frais, qu'on a avancé des frais pour pouvoir les produire. Donc les solutions sont variées, elles sont pas forcément les plus efficaces partout, néanmoins cette volonté de trouver des solutions existe. Après, les innovations, disons ce qui sort de l'ordinaire et qui va être gagné en efficacité et en efficience, c'est quand même dans un certain contexte. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit en général amené, alors soit par des personnes locales mais qui ont été formées, soit par des projets de développement, etc. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté globale hein, sur l'ensemble du territoire d'améliorer forcément cette réduction des pertes. Très bien. Est-ce qu'on peut prendre peut-être quelques secondes pour la dernière question qui a été posée sur le soutien apporté par les collectivités dans les différents pays, sur les initiatives que vous avez vues? Est-ce que c'est un soutien fréquent, régulier ou plutôt absent? Je saurais pas trop me prononcer. Je dirais qu'il n'est pas très présent comme ça, en tout cas dans ceux que j'ai vus. Alors pour le reste, je ne sais pas. Mais dans ceux que j'ai vus, non, c'est pas. Les collectivités vont éventuellement faciliter l'accès. Par exemple, sur la voûte nubienne, ils sont présentés, en tout cas ils sont introduits par les autorités locales. Ou alors ils vont passer après ensuite par les chefs de village ou ce genre de choses, mais en général les fonds, hein, si on parle vraiment de financement, soit il n'y en a pas besoin, soit quand il y en a besoin, ça vient d'organisations plutôt privées. Par exemple, Mlouma, si pour vous donner un exemple, est hébergé au CETIC, qui est un espace de coworking et une pépinière sur les entreprises, les startups d'Internet, qui est du coup, entre autres, financée par Orange, Orange Sénégal. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons dépassé de 2 minutes l'horaire que nous voulions avoir pour terminer ce webinaire. En tout cas, je remercie l'ensemble de nos intervenants, l'ensemble des participants. On pourra retenir donc que Elior Group s'est engagé dans une démarche de lutte contre les gaspillages alimentaires qui a été intégrée à l'ensemble de ses activités en interne, à la fois en mobilisant ses parties prenantes. Et puis on retiendra aussi que donc le projet Yes Foodcan permet de détecter, de partager, de valoriser les initiatives frugales, les initiatives contre le gaspillage des ressources, notamment en Afrique. Donc bravo et merci à nos intervenants.